Ce programme peut être suivi audio-décrit pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Il est accessible en choisissant le canal Audio 2 sur la télécommande. Les Suisses, avec AMAG et Groupe Mutuel Assurance. La Suisse n'a pas toujours été calme et paisible. Au fil des siècles, elle a été façonnée par des conflits, des guerres civiles et des personnages controversés. Mais qui sont-ils, ces Suisses, qui ont marqué notre histoire ? Au milieu du 19e siècle, la Suisse est très en retard sur le reste de l'Europe. Nous bâtissons le plus long tunnel au monde. Si, il faut avoir des idées extrêmes, Escher. Alfred Escher et Stefano Francini Le chemin de fer, monsieur Fazi, a besoin de capitaux. tous deux, avec une formidable énergie, ils ont voulu propulser le pays dans la modernité. Mais à quel prix? Et là, vous en êtes où? 25 millions de pertes. On parle du plus grand projet au monde depuis le canal de Suez, de l'unité de la Suisse. Oui. Et son coût va être presque le double. Si nous ne faisons rien maintenant, nous perdons la foi en l'avenir. Et aujourd'hui, que reste-t-il de leurs rêves? Ont-ils permis à la Suisse de trouver sa place au sein de l'Europe? Non, prends-la toi, j'ai pas faim. Tu veux que je te vole ta soupe de pauvre? Il faut que tu manges, papa. S'il te plaît. Et alors? Valti? Qu'est-ce qu'il a dit? Il va t'aider, n'est-ce pas? C'est sûr qu'il aide. Le tunnel du Gothard, on va le construire, je peux te le promettre. Un chemin de fer, traversant les Alpes. Ce plan incroyablement ambitieux se heurte à bien des résistances. Le projet visionnaire d'Escher est-il condamné à échouer? Mais qui est Alfred Escher? D'où vient son obstination? D'où vient-il? Attardons-nous dans le parc de la luxueuse villa que son père a fait construire près de Zurich, le Belvoir. Alfred! Pourquoi es-tu si triste aujourd'hui? Alors que pour une fois, je ne souffre pas de mes douleurs. Lydia, sa mère, est d'une nature fragile. Ses gants cachent les marques de la goutte. Je devine ce qui t'importune. Tu voudrais aller en ville et y jouer avec d'autres enfants? Oui. Alfred, nous ne sommes pas de ces gens-là. Ils sont bêtes et jaloux. Ils n'arrivent pas à pardonner que ton grand-père ait eu des déboires avec ses affaires. Une malchance en affaires. Joli euphémisme pour évoquer la plus grosse faillite que Zurich ait connue. De nombreuses familles ont tout perdu à cause du grand-père d'Escher. Et on n'oublie pas si vite à Zurich. Rends-toi compte, Alfred. Cette nuit, j'ai eu la vision très claire d'une libellule. Et aujourd'hui, regarde par toi-même. Va dans le cabinet de ton père. Il reçoit des gens d'Amérique du Sud. Le père d'Alfred s'est fait un nom comme entomologiste, mais c'est grâce au négoce des matières premières qu'il a amassé des sommes considérables en Amérique, où il possède des plantations et tire vraisemblablement profit de l'esclavage. Alfred. Ah, het gewoon is. Ja.
La collection d'insectes du père Escher fait l'admiration des milieux spécialisés. Sa contribution à la science est incontestable. Koina Greon Puella. Your son will be a great scientist one day. Le jeune Escher grandit dans un univers fascinant et ouvert sur le monde. Américains, Russes, Cubains, les visiteurs viennent de toute la planète, mais le Belvoir est aussi une prison dorée. Escher est né dans une sorte de bulle de la société, une bulle de luxe. Il faut se représenter ce que cela signifie d'avoir une mère qui, pendant des années, ne sort ni de sa maison, ni de son domaine. Le jeune Alfred avait aussi un précepteur, c'est-à-dire pas de camarade de classe. Cette situation provoquait immanquablement ce sentiment. Tu es quelqu'un de tout à fait spécial, tu fais partie d'une élite, tu es tout désigné pour diriger les autres. 1848. L'Europe est secouée par les révolutions. En Suisse, le général Dufour a évité l'éclatement du pays grâce à sa gestion de la guerre du Sonderbund. La Confédération devient un État fédéral. La Suisse moderne est née. Escher a tout juste 31 ans. Il monte au front comme jeune politicien. Sa carrière est fulgurante. Juriste, président du Conseil d'État zurichois, vice-président du Conseil national. Et Berne lui confie déjà une mission délicate, gérer les problèmes diplomatiques posés par les révolutionnaires étrangers qui se réfugient au Tessin. Il est accompagné par le Tessinois Stefano Francini, qui sera l'un des 7 premiers conseillers fédéraux et dirigera le département de l'Intérieur. Francini est un homme de devoir et un patriote. Après la guerre du Sonderbund, il a joué un rôle de premier plan en favorisant la réconciliation des cantons. Francini avait fait partie des commissaires fédéraux envoyés dans les cantons du Sonderbund juste après la guerre civile pour essayer de pacifier les esprits. Et de tous ceux qui ont été envoyés, il me semble que c'était celui qui avait le mieux compris les aspirations des cantons du Sonderbund. La Suisse doit comprendre que nous sommes unis. Nous sommes un État fédéral. Il faut que ce pays sache qu'on doit, en politique étrangère, parler d'une seule et même voix. Caro Escher, vous parlez en véritable politicien. Vous serez bientôt conseiller fédéral. Non, non, je n'ai pas votre expérience. Francini, expliquez-moi, ce pays, que lui faut-il? De l'instruction, Escher, de la formation. Quand vous venez d'un village pauvre de la Leventina comme moi, c'est bien la seule façon de lutter contre la misère. Notre besoin, la modernité dans nos écoles. Et une haute école à l'échelon national. Et porca miseria! Et une connexion fiable avec notre Tessin. J'espère qu'à l'occasion, le chemin de fer viendra jusqu'au Ticino. Mais avec toutes ces montagnes, c'est impossible. 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 Rien n'est impossible. Nous bâtissons un tunnel. Nous bâtissons le plus long tunnel au monde. Si, pourquoi pas? Un jour, sans doute. Faut bien avoir des idées extrêmes, Escher. Francini a tout intérêt à soutenir ce rêve, lui qui a l'espoir de relier un jour le Tessin au reste de la Suisse. La ligne ferroviaire du Gotthard sera la raison d'être d'Escher, le projet de toute une vie, le projet le plus audacieux qui ait jamais été conçu dans toute l'histoire de la Confédération. Le projet du Gotthard était le projet de tous les superlatifs. Pour le décrire, des commentateurs internationaux le comparaient avec la construction des pyramides d'Égypte. Dès son retour du Tessin, Escher se bat pour construire un réseau ferroviaire couvrant tout le pays. C'est urgent, car le réseau suisse est quasi inexistant. Alors que dans l'Europe entière, le nombre de kilomètres de rails ne cesse de croître, la Suisse dort encore. Elle risque d'être contournée, pire, isolée. Escher est le porte-parole d'un groupe d'entrepreneurs qui ont pris conscience qu'avec ses 30 km de rails entre Zurich et Baden, la Suisse serait bientôt totalement isolée, alors que les pays limitrophes disposaient de plusieurs milliers de kilomètres de voies ferrées. La Suisse avait aussi besoin de voies de transport pour importer des matières premières et surtout exporter ses produits. Escher craint
la lenteur de l'État. Le projet paraît coûteux, laborieux, irréaliste. Il défend donc passionnément l'admission des sociétés privées dans la construction des chemins de fer. Et en 1852, il gagne. Escher a maintenant son mot à dire sur le tracé du réseau ferré. Il se bat aussi pour développer au plus vite sa région. Il veut une ligne desservant Zurich et l'est de la Suisse et fonde la Nord-Ostbahn. C'est sa première grande œuvre. Son budget est 5 fois supérieur à celui de l'État. La Suisse devient alors un immense chantier à ciel ouvert. On construit des lignes de chemin de fer, des ponts, des tunnels. Tout reste encore à coordonner. Mais le pays est en train de rattraper à grands pas son retard sur ses voisins européens. Au XIXe siècle, aucun État moderne ne peut se passer du chemin de fer. C'est l'emblème du progrès. Les trains sont véritablement le moteur du développement économique et de la société. En tant que politicien et entrepreneur, Escher donne un coup de fouet à une toute nouvelle phase d'industrialisation. Des fabriques naissent, des machines sont construites, de nouvelles technologies apparaissent, mais une chose vient à manquer, des ingénieurs qualifiés. Mangiamo, Escher. Facciamo una pausa. Una pausa? La grande bataille, c'est aujourd'hui, et tous sont contre nous. Pas tous. Les Bernois sont en faveur, les Zurichois et aussi le Tessin. Ça ne suffira jamais. Les catholiques, ceux de Suisse centrale, toute la Romandie, tous sont contre nous. Cefazzi, il est une voix très forte à Genève. Fazi est un bon soutien pour l'instant, mais c'est encore insuffisant. Non, non, merci, mon estomac est un peu fragile. Carne secca della mia valle. Voilà pourquoi il faut une haute école confédérale. C'est ce que les parlementaires devraient enfin comprendre. Il faut des ingénieurs capables d'exercer au plus haut niveau. Certo, ma la formation est le fondement de la démocratie. Bien sûr. Tout le monde est capable de le comprendre. Non, caro Escher, non. Vous avez bénéficié de la meilleure formation. Précepteur, études à l'étranger. Oui, mais la démocratie, elle est per tutti. Et non, vous m'excusez, pour les plus riches. Pour tous ceux qui aspiraient, comme Franchini, à transformer la Suisse en véritable république démocratique, l'instruction était un enjeu capital parce que seuls les citoyens bien instruits pouvaient bien voter, c'est-à-dire en tant qu'individus soucieux du bien de la res publica. Je suis opposé à une université de la Confédération. Je comparerais une université confédérale à un grand lustre qui éclaire le centre d'une salle. C'est grandiose, mais dans les coins, il fait toujours sombre. James Fazi, la tête brûlée de Genève, est un fervent radical. C'est lui qui a dirigé la révolution de 1841. Centraliser, centraliser. Cette fois, c'en est trop. Il n'y a pas qu'à Zurich ou à Berne qu'on trouve des gens intelligents. Et si je regarde cette salle, j'ai bien l'impression que les personnes sensées sont là. Et du côté de la Romandie, il est connu que l'on préfère se pencher sur le vin plutôt que sur des dossiers. Monsieur le conseiller national, vous savez ce qu'on pense chez nous des Suisses allemands? Regardez. L'intelligence, vous la trouverez partout dans toutes les régions de Suisse. Mais avons-nous donc vraiment de quoi l'enseigner partout? J'aime à penser qu'un grand lustre est bien préférable à la lueur de quelques bougies falottes dans les coins de la salle. Construisons une université pour toute la Suisse. L'argent, eh oui, l'argent, il est bien là. Si nous ne faisons rien maintenant, nous perdons la foi en l'avenir.
Escher a beaucoup plaidé pour la création d'une école polytechnique fédérale parce qu'il avait une grande foi dans l'avenir, non seulement dans l'avenir, mais dans la technicité. Il pensait que c'était grâce à des ingénieurs qu'on allait transformer la Suisse en un État moderne, un État qui compterait sur la scène de l'Europe. Laissez-moi faire une proposition. Au lieu d'un polytechnicum et d'une université, réunissons ces potentiels en une seule et unique haute école nationale. On pourra alors faire des économies et être plus efficace. Bravo, bravo! Au Tessin, Franchini encourage fortement l'instruction publique. En tant que conseiller fédéral, il coordonne les projets liés à l'école polytechnique. Il organise le premier recensement fédéral et fonde ce qui deviendra plus tard l'Office fédéral de la statistique. Escher parvient à ses fins. Certes, il n'y aura pas d'université fédérale, mais l'école polytechnique de Zurich existe toujours. C'est l'une des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs au monde. 22 lauréats du prix Nobel lui sont liés, dont Albert Einstein. Il était particulièrement doué pour constituer des réseaux d'influence. Ce n'était pas un orateur très inspiré, il était plutôt raide et s'il parvenait à rallier les gens à sa cause, c'était grâce à la pertinence de ses arguments. Escher a fait en sorte que ses amis et collègues, tous partisans de la pensée libérale, disposent de positions clés en politique dans les exécutifs, les législatifs ou dans ses entreprises économiques. Et grâce à cet état de fait, il a évidemment acquis un pouvoir considérable. Victoire. Al progresso et à la nouvelle haute école. À la haute école et au chemin de fer. Et à un tunnel vers le sud. Au milieu des Alpes. Bravo, Escher. Au Polytechnicum. Par année, il nous faudra plus de 100 ingénieurs. Oui, tout à fait, mais on va quand même fêter ça. Malheureusement, je dois y aller. Je vous présente Émile Velti, un jeune homme très brillant avec un avenir politique prometteur. Vous tenez le rôle du garçon ici. C'est un plaisir de vous servir, ainsi que le peuple. Et qu'y a-t-il donc de si important, monsieur Escher? Le chemin de fer, monsieur Fazi, il a besoin de capitaux. Beaucoup de capitaux. Il nous faut en Suisse une véritable banque ayant le statut d'une banque de crédit, ce qui évitera que les Parisiens se mêlent de nos affaires. Messieurs, au revoir. Au revoir. Il est fou, ce monsieur Escher. Franchini ne verra pas la concrétisation du projet du Gothard. Lors de son 3e mandat de conseiller fédéral, il songe de plus en plus souvent à prendre sa retraite. En 1857, il décide de se retirer définitivement au Tessin. Mais il décède de manière inattendue le 19 juillet d'une maladie des poumons. Construire des chemins de fer coûtait extrêmement cher et dans ce cadre-là, Escher s'est tourné vers les financiers français qui avaient la haute main sur le domaine. Toutefois, très vite, il a trouvé les conditions de ces financiers français inacceptables et il a décidé de créer sa propre banque, le Crédit Suisse, pour assurer une indépendance financière à sa propre compagnie, mais aussi pour assurer une certaine indépendance d'esprit à la Suisse entière. Au début, pas besoin d'un capital important. Le vrai capital d'une banque, c'est la confiance. Et une fois qu'elle est là, les montants dans les coffres sont plutôt secondaires. Je trouve ça irréfléchi. Bon, et si tous les épargnants veulent reprendre leurs avoirs? Mais tout le monde fait ça. Regarde à Paris, par rapport, on est des enfants de cœur. Justement, regarde ce qui est arrivé à Fazi. Sa banque, c'est quasiment en une nuit qu'elle a fait faillite. 25 millions de pertes. Oui, vas-y, ça ne m'étonne qu'à moitié. Je n'ai rien contre lui, c'est un homme important pour nous par Genève, mais... Pense à ta renommée. Je trouve ça grotesque. La banqueroute de ton grand-père, on ne l'a pas oubliée dans cette ville. Alors je vais faire ce qu'il faut pour que cette mauvaise réputation soit oubliée. Mais trêve de discussion. J'en assume la responsabilité. Et maintenant, au travail. La priorité, c'est de faire un règlement subtil. Et ça, c'est un travail pour toi, en tant que juriste. Escher n'hésite pas. Il est prêt à prendre des risques. En 1856, malgré des impondérables et avec beaucoup d'improvisation, il donne le coup d'envoi
à la première banque de crédit en Suisse. Il s'entoure de ses alliés de la première heure, se nomme lui-même président. Rutiman, son bras droit, préside le premier conseil d'administration. Le jour de vérité arrive. Les acheteurs se disputent les premières actions. Le petit bureau est envahi, des centaines de titres sont vendus, mais personne ne sait que les banquiers sont des débutants et qu'ils ont peu de connaissances du métier. Escher a eu raison. C'en est fini de la mauvaise réputation. Le nom de Escher est à présent synonyme de sérieux et de succès. Et le succès est immense. Du petit comptoir bancaire naît l'un des plus gros instituts financiers du monde, le Crédit Suisse. Et Zurich devient un centre bancaire international. Les débuts du Crédit Suisse, c'est l'un des passages les plus touchants de ses mémoires. Il s'était établi à la Paradeplatz, mais ne savait pas trop comment s'y prendre. Il l'avoue lui-même, nous avons dû nous mettre au courant jour après jour de ce que ce métier supposait, autrement dit, gérer une grande banque. Escher soutient la construction de la gare centrale de Zurich et finance la création de la première caisse d'assurance vie, aujourd'hui Swiss Life, puis le lancement de la première caisse de réassurance, aujourd'hui Swiss Re. Mais si Escher est brillant en affaires, qu'en est-il de sa vie privée? Augusta! Augusta Hübel est la fille d'un officier allemand. Sa famille et celle d'Escher sont liées de longue date. Voici le Belvoir. C'est là que tu vas vivre à l'avenir. Un paradis? Je vais vivre dans un paradis? Escher s'accorde enfin quelques jours de vacances, mais pas seul. À la surprise de tous, il a épousé Augusta, qui a tout juste 19 ans. Escher, lui, en a 38. Ils reviennent d'un voyage de noces au bord de la mer du Nord. Tout naturellement, il s'installe à Belvoir, sous le même toit que Lydia Escher, la mère d'Alfred. Alfred! Maman! Augusta, elle s'est tellement réjouie de te rencontrer. Je le vois, tu n'as pas besoin de me le dire. J'espère que vous vous sentirez bien au Belvoir. Je n'en doute pas du tout, madame. Tout est vraiment admirable. Alfred, tu sais que tu m'as manqué. Dieu soit loué, tu es de nouveau par ici. Oh, je suis sûre que tu ne croiras pas tout ce qui a pu arriver. C'est simplement terrible et affreux. Qu'est-ce qui est arrivé? Affreux. Les rénovations ont ravagé notre maison. Ravagé. Et le peintre est loin d'avoir fini. Mais tu m'as tellement déstabilisée avec ton histoire. Maman, tout ça n'est pas si grave. Affreux. Allez-y, rentrez. La jeune fille va vous montrer les lieux. Maman, nous rentrons ensemble. C'est moi qui montre les lieux à Augusta. C'est vraiment épouvantable. Et la peinture des murs est fausse. Bien trop blanche. J'avais pourtant bien spécifié blanc, coquille d'œuf. Alfred, s'il te plaît, tu ne dois plus jamais partir. S'il te plaît. Maman, eh bien, je suis là. Oui, mais ma goutte me fait toujours plus mal, tu sais. Et quand tu n'es pas là, tu vois, je ne peux pas parler avec ces gens-là. Il faut vraiment un homme, il faut un homme, là. Je m'en charge, d'accord. C'est bien, tu ne pars pas, tu restes, viens. On va rentrer. Et je veux te montrer tout ça. Allez, viens, je te dis, viens.
Augusta comprend petit à petit qu'Escher a peu de temps pour elle. Seule et isolée, elle se retrouve soumise aux règles et surtout aux fluctuations d'humeur de sa belle-mère. Sa joie de vivre s'éteint rapidement dans cette cage dorée. Mais il y a une lueur d'espoir. Augusta donne naissance à une petite fille qui portera le prénom de sa grand-mère, Lydia. Maintenant, Escher est un père de famille heureux. Tu as vu ses cheveux? Toujours aussi fins. Elle est belle. Tiens. Pas encore très réveillé. Dieu sait où Alfred se trouve. C'est bien triste. Le voilà qui a une femme ravissante et il passe son temps à des réunions. C'est normal. C'est son travail, après tout. Et vous, quels sont vos projets, vos intérêts? Oh, voyager. J'aimerais visiter l'Italie un jour. Alfred a suggéré que l'on commence d'abord à Rome, puis qu'on aille à Naples et en Toscane, et peut-être même jusqu'à Venise. Fantastique, je vous envie. Je m'en réjouis tellement. J'apprends l'italien pour être à la hauteur. Ne te réjouis pas trop vite. Je doute que mon fils ait le temps pour de telles escapades. C'est possible. Je pourrais y aller avec ma petite Lydia et suggérer à mon amie Henriette de nous accompagner. Alors voilà qui est inconvenant. Ma chère Augusta, je pense pouvoir affirmer qu'il ne te manque rien ici au Belvoir. Et en Italie, on risque des maladies à cause de leur cuisine douteuse. Alfred, enfin. Bonjour. Nous nous rendons en Italie, n'est-ce pas? Oui, oui. Suggère donc à ta femme de renoncer à son assommante bougeotte. Apportez la soupe pour mon fils. Nous allons voir, chérie, nous allons voir. Et très bientôt, nous passerons enfin quelques jours au bain d'Hermont. Je m'en réjouirai tellement. Assieds-toi, mange. Maman, j'ai encore divers points examinés et demain, je prendrai un taux pour Berne. D'accord? Amuse-toi bien, ma chérie. Pour consolider son réseau et son système, Escher a besoin d'appui politique. J'ai eu beaucoup de plaisir. Il va miser sur un jeune conseiller d'État, Émile Velti. Il y a un point que vous devez connaître. Un siège devrait bientôt se libérer au Conseil fédéral et j'ai besoin d'une personne qui fasse avancer nos affaires. J'ai très longuement réfléchi et aussi parlé avec des responsables du parti et je crois pouvoir dire que vous êtes notre choix. Ce serait un grand honneur pour moi. Merci beaucoup. C'est-à-dire, rien n'est encore fait avec notre démocratie et ses imprévus. L'appui de nos amis parlementaires pose encore problème, donc il nous faut encore du temps. Les personnes influentes vous écoutent, vous. Espérons-le. Et comment se porte le chemin de fer? La liaison nord-sud? Le Gothard? Vous pensez qu'on pourrait en discuter? Ça va de soi. Discuter, on peut toujours. L'essentiel, c'est que vous et moi, on puisse compter l'un sur l'autre. Je suis persuadé qu'ensemble, on peut réussir de belles choses pour la Suisse. Ouais. Je vous suis tout dévoué, Escher. Bien. Allons au bureau. On a affaire. Puis Augusta met au monde un deuxième enfant. Mais il ne survit pas à sa première année. Augusta en souffre tant que, durant l'été 1863, elle garde le lit pendant des semaines, suite à un refroidissement. Un an plus tard, Augusta meurt. Elle n'a alors que 25 ans, et avec elle s'éteint tout espoir de bonheur. Escher ne se remariera pas. Alfred, ça suffit. Allez, viens. Je te demande pardon. Désespéré,
Escher se jette dans le travail, plus intensément que jamais. Il n'a désormais qu'un seul but dans l'existence. La construction de la ligne ferroviaire à travers les Alpes. 3 ans plus tard, sa mère meurt. Papa. Lydia, tu ne peux pas dormir? Tu as pleuré? Hein? Oh, viens. Viens travailler avec moi. Regarde-moi ça. Ça, ce sont des ponts qu'il faut encore bâtir, là. Tu vois? Des ponts au Gothard. Et maintenant, on va dormir. Escher et sa fille sont maintenant seuls à Belvoir. Regarde, je fais la même chose que toi. Exactement. La lutte pour la construction du tunnel du Gothard entre dans sa phase décisive. Escher est convaincu que cette gigantesque entreprise en vaut la peine pour la Suisse. Le chemin de fer du Gothard représentait une charnière dans une ligne de transport international qui allait par les Alpes de l'Europe centrale à Gênes, puis à travers le canal de Suez jusqu'en Inde. En 1863, Escher réunit autour d'une même table les représentants de 16 cantons et de 2 sociétés ferroviaires. Il fonde l'association qui aspire à créer les chemins de fer du Gothard. Et Escher ne tarde pas à entrer en contact avec l'Allemagne et l'Italie. Les États partenaires du projet du Gothard, l'Allemagne et l'Italie, étaient tous deux des monarchies, et ils étaient plutôt rassurés d'avoir dorénavant affaire, également en Suisse, à un homme fort, au roi de la Suisse. La même année, le jeune Émile Welti se présente pour la première fois à l'élection du Conseil fédéral. Il échoue de peu, mais 3 ans plus tard, il est élu. Welti entre au gouvernement fédéral et son habileté lui permet de donner le ton. Le système Escher fonctionne à merveille. Alors pour l'instant, c'est merci que je dois vous dire. C'est à l'Assemblée fédérale qu'il faut le dire. L'élection vient d'elle. Je suppose que vous voulez me parler du Gothard. Oui. Ça ne va pas être de tout repos. Ce qu'il nous faut d'abord, une majorité politique. Là, c'est à vous de jouer. Je veille à ce que le réseau de chemin de fer soit développé et je prends contact avec l'Allemagne et l'Italie. Si tout se passe bien, on aura dans 2 ans une société du Gothard avec moi comme président. Tout à fait d'accord. Il y a quand même une question que je voudrais vous poser. C'est pourquoi vous n'êtes pas devenu conseiller fédéral. Conseiller fédéral, moi? Et pourquoi donc? Ne le prenez pas mal, Welti, mais je n'ai pas une vocation de manœuvre. Il faut que je réalise quelque chose. Je ne peux pas seulement faire de l'administration. Oui, je vois. Santé. Escher n'a manifestement pas compris. Il sous-estime le format de son poulain. Welti sera un conseiller fédéral charismatique et couronné de succès. Bon appétit. Il sera élu 6 fois président de la Confédération. Bon appétit. La condescendance que manifeste Escher à l'égard de son entourage ne sera pas sans conséquence.
Alfred Escher avait ses bons et ses mauvais côtés. Il pouvait être impitoyable, même avec ses proches collaborateurs. Et cette attitude fera évidemment des victimes. La construction du chemin de fer est le moteur principal du développement industriel et commercial de la Suisse. Des entreprises de sous-traitance se développent. De bons ingénieurs sortent de l'école polytechnique. Il y a de plus en plus d'emplois, de plus en plus d'ouvriers, et une nouvelle couche sociale émerge dans la société. Le prolétariat. Malgré le grand boom économique, la misère de ces ouvriers augmente. Ça devient inquiétant. Mais Escher, comme la plupart des libéraux, ne voit que le côté positif de cette industrialisation galopante. C'est le progrès. Et il est convaincu que cette question sociale va se résoudre d'elle-même. On peut dire que c'est sur la misère des ouvriers que l'industrie suisse du 19e siècle a pu prendre son essor. Les conditions de vie en Suisse dans la deuxième moitié du 19e siècle étaient relativement pénibles. Ceci était dû au fait que les salaires étaient bas. Et s'ils étaient bas, c'était parce qu'il y avait une grande pression démographique, le fait que beaucoup de femmes travaillaient en usine, ce qui permettait de garder un niveau de salaire très bas. Il arrive ce que Escher n'a pas prévu. Quelque chose qui est complètement en dehors de son système. En 1867, une épidémie de choléra éclate. Il y a des centaines de morts. Elle fait des ravages chez les plus pauvres, car ils vivent dans des conditions insalubres. Les canalisations d'eau n'existent pas. La précarité sévit de plus en plus parmi les travailleurs. C'est le revers de l'essor économique. Et Escher se refuse à le voir. Une personne qui était élevée dans la villa Belvoir est bien incapable de développer une forme de sensibilité pour les problèmes de la classe ouvrière. Mais c'est le fait de toute la bourgeoisie pour qui le prolétariat est une sorte de rebut de la société, une masse aveugle que l'on peut manœuvrer à sa guise. Et lorsque celle-ci commencera à s'organiser, la bourgeoisie aura tout de suite l'impression que l'on s'achemine vers une révolution. L'épidémie de choléra est un moment clé pour le mouvement démocratique naissant. Les ouvriers souffrent, se mobilisent et entrent de plus en plus en résistance. Et par un jour pluvieux de 1867, ils manifestent contre le système Escher et la bourgeoisie. Pour la première fois, Alfred Escher est ouvertement attaqué. Face à lui, l'un des leaders du mouvement démocratique. Karl Bürkli sera l'un des premiers socialistes suisses. Bürkli critique la banque d'Escher et exige l'ouverture de crédits populaires pour que les coopératives et les petites entreprises puissent emprunter des fonds à bon marché. Après 1860, les tensions sociales et les grèves se développent. Les ouvriers fondent des syndicats et se battent pour de meilleures conditions de travail. Sous la pression des démocrates, la Constitution fédérale est révisée en 1874. Mais Escher ne perçoit pas ce qui se trame. Il ne voit pas que de nouvelles forces sont à l'œuvre. Des forces qui exigent la justice et le bien-être pour tous. La révision de la Constitution fédérale de 1874 donne davantage de droits démocratiques et plus de compétences aux autorités fédérales, contre la volonté d'Escher et d'autres libéraux de 1848. Alfred Escher était opposé à la Constitution de 1874 et ne cautionnait pas non plus la démocratie directe qui lui était étrangère. Il ne savait pas vraiment qu'en faire. Mais le système Escher n'est pas encore à terre. Au niveau national, son pouvoir est intact. La Confédération vote la création d'une société anonyme pour la construction du chemin de fer, la Société du Gothard. Escher en devient président. Avec ce projet, nous écrivons une page d'histoire. Oui, ça c'est vrai, l'étranger va se rendre compte que nous, Suisses, possédons un savoir-faire. Et a-t-on déjà une idée de l'ingénieur responsable du chantier? Nous faisons un appel d'offres international. International? Alors permettez-moi une clarification. Non, merci. La ligne du Gothard va être profitable à nos amis suisses, allemands et aux Tessinois. Nous, les Romands, sommes évidemment solidaires, mais nous espérons que vous ferez de même. L'important est de trouver l'entreprise disposant d'expérience dans la construction de tunnels. Monsieur Velti, c'est là un sujet entre moi et Monsieur Escher. Monsieur Louis Favre est un homme très capable et je considère qu'il a un très intéressant projet. Eh bien, qu'il nous soumette une offre.
Nous faisons un appel d'offres et la meilleure d'entre elles obtiendra l'adjudication. 7 propositions répondent à l'appel d'offres. 2 sont retenues. L'une d'une entreprise de Turin, l'autre du Genevois Louis Favre. Ce dernier met toutes les chances de son côté pour obtenir le contrat. Son budget est de 15 millions de francs moins cher et Favre s'engage à finir la construction en 8 ans au lieu de 9, comme le prévoient les experts. Favre emporte le mandat. L'aventure commence le 13 septembre 1872. L'ouvrage sera constitué d'un tunnel principal de 15 km, de 55 tunnels secondaires, 32 ponts, 10 viaducs. C'est une tâche d'une complexité sans commune mesure. Elle requiert des compétences techniques pointues. Des deux côtés du percement du tunnel, on embauche entre 2000 et 5000 ouvriers. La plupart viennent d'Italie. Malgré des problèmes liés à la nature des roches, les travaux progressent tambour battant. Mais, au bout de 3 ans, le pire survient. Monsieur Escher! Monsieur Escher! Bonjour! Je n'ai pas beaucoup de temps, mais merci quand même d'être venu. Après vous, s'il vous plaît. Bon, monsieur Escher, on est là, maintenant. Mon Dieu, mais on est très en retard sur les prévisions. Ah oui, c'est comme ça, hein. C'est de la force majeure. Nous avons eu des infiltrations d'eau dans le... Voilà, ici, du côté tessinois du chantier. Ça nous a coûté pas mal de temps. Monsieur Favre, ne me mentez pas, vos explications sont insuffisantes. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Escher, pas sur ce ton-là, s'il vous plaît. Alors dites-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe ici? Que veulent les ouvriers? Qu'en est-il des risques de grève? Ah, tout ça n'est rien. On a parlé de menaces de grève, mais ce ne sont que certains mauvais ouvriers. Ça arrive. Oui, mais ça, c'est sous contrôle. Écoutez, au repas du soir, un peu plus de vin pour les ouvriers, puis voilà, c'est parti. Vous n'avez même pas jugé bon d'évacuer les déblais, et ce seul fait me prouve bien que vous bâclez votre travail. Monsieur Escher, ça c'est dans mes compétences. Vous voulez qu'on perde encore plus de temps pour que, comme vous dites là, on évacue des déblais, hein? On peut faire ça plus tard. Non, mais ça n'entre pas dans votre tête ou quoi? Vous avez des obligations par contrat, vous obligeant à annoncer des retards éventuels. Ne parlez pas de ce contrat, monsieur Escher, c'est un cauchemar. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui vient de la société du Cotard ne m'intéresse pas. Pour 8 heures de travail, les ouvriers touchent 3 francs 90 auxquels on retire les 2 tiers pour un logement insalubre et des repas chers. Même les lampes ne sont pas fournies et l'huile coûte 30 centimes par jour. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas assez de logements pour tous. La population locale est submergée. La santé des ouvriers se dégrade. Ils se mettent en grève. Et la situation dérape. La crise éclate à Airolo et finit par une catastrophe. La milice tessinoise est mobilisée. Dans le même temps, à Geuchenen, 4 ouvriers italiens tombent sous les balles des soldats d'Uri. L'horreur ébranle l'opinion publique. Toute la Suisse est en état de choc. La grande aventure du Gothard est un désastre. Pourquoi? Que s'est-il passé pour en arriver à de telles extrémités? N'est-ce dû qu'au manque d'argent? L'offre de Louis Favre était irréaliste et il a mis la pression sur les ouvriers pour maintenir son budget. Même lui ne supporte plus cette pression. Et dans une galerie, il s'écroule, victime d'une crise cardiaque. Il ne lui sera même pas donné de voir le percement du tunnel. Escher veut sauver ce qui peut l'être encore. Un nouveau budget est établi, mais il est 2 fois plus élevé que le premier. Le puissant Escher va devoir défendre sa cause à Berne auprès du conseiller fédéral Velti. Alors? 100 millions. Il est devenu fou, le nouvel ingénieur. Il fait de la provocation, j'aurais fait la même chose. Je le rabaisse à 40. Où va-t-on trouver 40 millions? 10 de la Confédération et le reste, je le trouve moi-même. Et si vous échouez? Alors, écoutez-moi bien, Velti. Le raccordement économique à l'étranger, voilà ce qui est en jeu. Ou le projet le plus important depuis le canal de Suez. Ou même l'unité de la Suisse. L'homme le plus puissant du pays demande à être reçu et s'en vient à mendier? Velti, vous n'oubliez pas comment vous êtes devenu conseiller fédéral? Oui. Le Gothard va coûter presque le double.
Ça, je le présente comment à mes gens? Vous trouverez bien un moyen, si vous voulez rester conseiller fédéral. Velti, c'est aussi votre chance. Faites quelque chose de grand, devenez un conseiller fédéral immortel. Adieu, mon ami. Adieu, mon ami. Mon ami. Son train est parti définitivement et il ne le remarque même pas. Il me fait presque pitié. Lorsqu'on a une personnalité à ce point au-dessus de la moyenne, il est fatal qu'on soit d'autant plus critiqué. Cela correspond à notre mentalité. En l'occurrence, certains étaient contents d'avoir trouvé un bouc émissaire pour le surcoût des travaux du Gothard, alors que, vu d'aujourd'hui, le dépassement financier était ridicule. Les effets de cette crise sont dramatiques. L'action de la Société du Gothard s'effondre et passe de 300 à 30 francs. Escher doit trouver de l'argent. Il se rend en Allemagne, auprès de Bismarck, et en Italie, chez le roi Vittorio Emmanuel II. En rechignant, Allemands et Italiens lui versent 10 millions chacun. Il lui en reste encore 12 à trouver. Joli travail. Mais il manque encore 8 millions. 8 millions? La Confédération va les trouver. Oui, c'est possible. Mais la chose a un prix. Il y a bien des voix, des gens qui n'apprécient pas qu'un homme devienne trop puissant, monsieur Escher. On entend partout que vous devriez quitter votre poste de président de la Société du Gothard. L'impertinence, et quelle infamie, qui est-ce? Je veux savoir qui! La question n'est pas là. Mais nous devrions peut-être faire un geste. J'ai bien peur que sans cela, le Parlement refuse le crédit. Peut-être que cela pourrait faciliter les choses si vous démissionniez de la présidence du Crédit Suisse. Si vous acceptez, c'est un oui très clair que j'attends. Réfléchissez-y et envoyez-moi un télégramme. On a peu de temps. Le thé est prêt dans le jardin d'hiver. Je suis désolé, mais je dois partir. Vous ne soupez pas avec nous? J'ai commandé un civet de serre. C'est hélas impossible. Tu vas accepter ça? Tu ne démissionneras pas du Crédit Suisse. Tu ne peux pas renoncer. Sinon, tout est perdu. Tu as entendu? Escher est prêt à tout sacrifier pour le Gothard. Le cœur lourd, il renonce à ses fonctions de président du Crédit Suisse. Il commet alors la plus grande erreur de sa carrière. Il fallait une victime royale. Le conseiller fédéral Velti a non seulement réussi à retirer sa tête du nœud coulant qu'il avait autour du cou, mais en plus, en collaboration avec l'establishment libéral, il s'est arrangé pour pousser Escher vers la sortie, ce qui équivalait, pour ainsi dire, à le conduire à l'abattoir. Un express est arrivé. Je dois vous le dire sans détour. Nos meilleurs amis considèrent que votre démission de la présidence de la Compagnie du Gothard est absolument inévitable. Pour autant que cela ne mette pas en danger la réussite de l'ouvrage. Mon amitié sincère vous est toujours acquise. Votre dévoué Velti. Durant toute ma vie, je me suis engagé pour ce pays. Et c'est comme ça qu'on me traite aujourd'hui. J'ai bien dû faire confiance aux calculs et aux rapports de mes ingénieurs en chef. Je ne suis pas responsable de cette catastrophe. C'est la fin d'une grande carrière. La démission d'Escher passe inaperçue.
Pourtant, c'est grâce à lui que les finances de la Société du Gothard ont pu être renflouées et que le projet a été sauvé in extremis. Le 29 février 1880, soit 7 ans et 5 mois après le tout premier coup de pioche, la jonction entre le nord et le sud du tunnel est réalisée. La presse est enthousiaste. Le plus long tunnel du monde est une réalité. Le conseiller fédéral Velti prend le succès à son compte. Escher n'est même pas invité à la cérémonie d'ouverture. À Milan, comme à Lucerne, les fêtes inaugurales sont à la mesure de l'événement, faramineuses. Peu de temps après, la mise en service de la ligne du Gothard rencontre un immense succès. Qu'on le veuille ou non, la Suisse doit beaucoup à Escher, bâtisseur visionnaire des chemins de fer, du système bancaire et des grandes écoles. Des infrastructures qui ont été indispensables au décollage économique de la Suisse et à son intégration dans le continent européen. Il n'a pas agi seul, mais c'est lui qui a donné l'impulsion de départ. Ciao, Franchini. Je crois bien qu'on a réussi. Depuis l'époque d'Escher, d'autres générations de bâtisseurs ont repris le flambeau. Si bien qu'en 2018, le nouveau tunnel du Gothard sera mis en service. 57 km de voies ferrées adaptées aux trains à grande vitesse. Ce tunnel, le plus long du monde, garantira à la Suisse sa place centrale dans le réseau de communication en Europe. Cette gigantesque galerie souterraine, c'est le symbole d'un pays qui fonctionne souvent sur 2 niveaux. En surface, la Suisse semble statique et repliée dans sa forteresse montagneuse, mais en sous-sol, elle bouge, elle cherche le contact avec ses voisins et, au final, elle favorise la circulation des hommes et des idées. Les Suisses, avec Amag et Groupe Mutuel Assurance.